Préhistorique, le podcast qui démêle les idées reçues sur la préhistoire. Présenté par Mathilde Lépine et Alexis Angéli. Animé par TMDJC. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Préhistorique, le podcast de Préhistorie Travel. Je suis TMDJC et je suis comme d'habitude accompagné par la fantastique équipe du podcast, à savoir Alexia. Alexia, bonjour. Bonjour TMDJC, bonjour à tous. Tu vas bien ? Eh bien super bien, on va parler de choses super intéressantes aujourd'hui. J'ai cru comprendre, ouais. Ça m'intéresse. Alors évidemment, tu n'es pas venue toute seule. Jamais. Parce que tu es venue avec la géniale Mathilde. Mathilde, comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. En forme ? Bah oui, plutôt parce que comme l'a dit Alexia, c'est un sujet qu'on aime toutes les deux particulièrement, qu'on aborde aujourd'hui. Donc une nouvelle fois un sujet qui va peut-être un petit peu déconstruire certaines idées reçues. Donc en forme et prête à en parler. On est sur les starting blocks. Alors c'est assez marrant parce que quand vous m'avez soumis le sujet, c'est en français dans le texte, ce podcast, rassurez-vous, je me suis dit mais où est-ce qu'elles vont aller ? Des fois vous me soumettez des sujets et je me dis ok, donc ça va être plutôt sujet polémique, ça va être très facile à traiter, et puis en fait au bout de 45 minutes je me rends compte que je ne connaissais vraiment rien au sujet, mais là vous m'avez dit ok, on va parler des comportements symboliques qui ne sont pas réservés à Homo sapiens. Alors déjà, il a fallu que je comprenne le sujet. Donc moi, ça va être certainement ma première question. Et ensuite, une fois que vous me l'avez soumis, que j'ai un peu compris où on allait, je me suis dit, ah bon ? What ? Donc, alors déjà, qu'est-ce que c'est que ce sujet ? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement ? Alors déjà, je pense qu'il faut peut-être commencer par définir ce qu'on entend par comportement symbolique. Allez, alors on commence par ça. Symbolique en général. Alors symbolique, si vous regardez dans le dictionnaire, il y a plein d'entrées, il y a plein de définitions différentes. La plus courante, d'après le Larousse, c'est qui n'est pas réel, qui n'a pas de valeur en soi, mais qui est significatif d'une intention ou des signes culturels. En archéologie, on définit plutôt le symbolique comme étant la capacité à représenter des objets, des personnes ou des concepts abstraits avec des symboles, qu'ils soient vocaux ou visuels, et de transposer ces symboles au sein d'une pratique culturelle. Donc là, on se rend compte que ce qui va être symbolique, ça va plutôt l'intention qu'il y a derrière. C'est l'intention qu'on porte à notre geste qui va déterminer si c'est symbolique ou non. Au niveau des comportements symboliques, il y en a plusieurs qui existent. On peut citer les arts, par exemple. L'art pariétal, l'art rupestre, ce qu'on retrouve dans les grottes. Moi, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé quand vous m'avez soumis le sujet. Généralement, l'art, effectivement, c'est la première chose qui me vient à l'esprit. On a aussi la parure, qui peut être associée à des comportements symboliques, les pratiques funéraires, les modifications corporelles, l'utilisation de pigments, etc. En archéologie, on a quand même plusieurs types de comportements symboliques qu'on a identifiés comme tels. Alors moi, naïvement, et c'est pour ça du coup que j'ai fait ce fameux abon, c'est vrai que naturellement, je me suis dit, l'être sur cette planète qui, en général, utilise le plus le symbolisme, ça reste quand même Homo sapiens. Mais donc là, je commence à comprendre que non. Mais alors, pourquoi la question des comportements symboliques est-elle si importante ? Pourquoi est-ce qu'on en parle là aujourd'hui ? Parce que, comme tu l'as dit, je pense, en partant de ce constat, effectivement, on a l'impression, en tout cas actuellement, qu'on est les seuls à avoir des comportements symboliques, des manières de faire qui, effectivement, comme le dit le Larousse, n'ont pas d'intention, ont une intention derrière, mais n'ont pas d'existence réelle et pas de valeur en soi. Alors, il y a eu de nombreuses théories qui ont été proposées pour expliquer l'origine et le développement, du coup, de la complexité comportementale qui peut mener, en fait, à avoir ces comportements symboliques. Et c'est une question qui reste très controversée en archéologie et notamment en préhistoire. Et on vous le rappelle, vous êtes dans un podcast qui parle de la préhistoire. Et vous êtes dans Préhistorique où rien n'est jamais aussi simple. Non, rien n'est jamais aussi simple. Pour rebondir sur ce qu'a dit Alexis, en fait, il y a 3 grandes théories qui sont apparues dans les années 2000. C'est qu'en fait... une fois de plus, on est sur quelque chose de très récent. Oui, alors disons que ça s'est plutôt complexifié dans les années 2000. Au XXe siècle, on pensait déjà certaines choses, mais disons qu'en fait, on pense que les comportements symboliques seraient apparus avec notre espèce Homo sapiens, parce que notre cerveau serait configuré de façon particulière et nous permettrait d'avoir cette complexité dans les comportements. Pour certains, il y aurait eu des mutations génétiques en Europe autour de 50 000 ans, quand Sapiens arrive en Europe, qui auraient mené du coup à cette modification de la configuration de notre cerveau, donc on serait devenu capable d'avoir des comportements symboliques.
Pour d'autres, c'est plutôt en Afrique. Homo sapiens aurait toujours été capable, dès son apparition, d'avoir des comportements symboliques, donc dès 300 000 ans, avec une culture qu'on nomme Middle Stone Age, qui voit beaucoup de changements du point de vue technique, artistique, etc., également culturel, et qui est associé à Homo sapiens. Mais pour d'autres, ils disent que le symbolique n'est pas strictement réservé à Homo sapiens. D'autres espèces d'hominines ont également pu avoir des comportements symboliques, comme par exemple Néandertal, je vous spoil un petit peu la suite, mais que et ça, ce sont 3 théories qui se disputent un petit peu. Est-ce que effectivement d'autres espèces d'hominines ont pu avoir des comportements symboliques ou non? C'est encore débattu au sein de la communauté. Certains ont vraiment envie que notre espèce soit la seule à être capable de faire ça, mais non, c'est pas aussi simple. Et pourtant, là, c'est vrai que depuis le XXe siècle, c'est ce que disait Mathilde, mais on connaît des comportements symboliques, on identifie des comportements symboliques depuis la moitié, on va dire, du XIXe siècle. D'accord. Je pense notamment en 1852 à la découverte dans la grotte de Chaffaut en Vienne d'un os gravé orné de biches. Voilà. D'accord, oui. Mais après, bien sûr, tu as eu Lascaux, tout ça. C'est beaucoup plus tard. Lascaux, on est en 1940. Donc, on est presque un siècle plus tard. Merci de rappeler les dates. Moi, déjà, OK. je remets les choses à leur place. Mais alors, comment est-ce qu'on fait archéologiquement pour détecter des comportements symboliques, dans le sens où qu'est-ce qui fait qu'on décide de dire ok, ça c'est un comportement symbolique, on a mis en lumière, enfin vous venez de le faire en tout cas, plutôt les peintures, mais donc là tu as parlé parure tout à l'heure, je suppose qu'on range aussi la musique là-dedans. Potentiellement, oui. Alors, on a retrouvé quelques instruments de musique, a priori préhistoriques. On peut nommer par exemple la conque qui a été retrouvée à Marsoulas dans une grotte en France. Mais effectivement, identifier des comportements symboliques, c'est difficile en archéologie, particulièrement en préhistoire, puisqu'on n'a pas de traces écrites pour nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Mais également parce que... C'est-à-dire qu'avant l'invention de l'écriture, ils n'écrivaient pas les... Non, malheureusement. Il n'y a pas d'enregistrement audio non plus. On a cherché dans les grottes. On a cherché les podcasts de l'époque. Mais... On nous expliquait, mais non, du coup, on ne sait pas. Et la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est au biais cognitif. C'est-à-dire que nous, actuellement, nous ne sommes capables d'identifier de potentiels comportements symboliques que ce qu'on considère déjà comme pouvant être des comportements symboliques. Waouh, ok. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, je prends Néandertal par hasard, si pour lui, par exemple, jeter un caillou dans le lac, ça avait une signification symbolique, pour nous, aujourd'hui, actuellement, ça n'a pas forcément. Enfin, en tout cas, pour moi, jeter un caillou dans le lac n'a pas de portée symbolique. Mais en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, on a inféré les différents types de comportements symboliques à partir de ce qu'on connaît, nous, aujourd'hui. D'accord. La peinture, les modifications corporelles, l'utilisation de pigments, la parure, etc., notamment à partir d'études dans des sociétés, d'autres sociétés, de chasseurs-cueilleurs. D'un point de vue ethnographique. Donc déjà, voilà, on est capable de reconnaître quelque chose que si déjà on est capable d'envisager que ça puisse exister dans notre modèle de pensée, dans notre façon à nous d'envisager le monde. Donc déjà, il faut continuer à penser à ça. Oui, penser à mon petit Néandertal qui peut-être jette un caillou dans le lac, pour lui ça représente quelque chose, alors que pour nous actuellement ça représente rien. Oui, puis il y a des choses qui ne sont tout simplement pas arrivées jusque chez nous. Pareil, je dis n'importe quoi, mais mettons qu'on coupe l'ongle du petit doigt pour symboliser le mariage à une certaine époque. C'est pas arrivé jusque chez nous et donc on ne le sait pas. Oui. La plupart des comportements symboliques, d'ailleurs, même aujourd'hui, ne laissent pas de traces. Je pense aux prières, par exemple, qui est un des comportements symboliques le plus répandu sur notre planète. Ça laisse pas de traces physiques, pas de traces archéologiques. Ouais. Et même dans les comportements symboliques qui laissent des traces archéologiques, il y a des biais au niveau de la conservation, il y a des biais au niveau de où est-ce qu'on fouille, et effectivement, peut-être qu'on fouille des choses qui sont en fait des comportements symboliques et on les détruit aujourd'hui parce qu'on n'a pas conscience que c'est un comportement symbolique. Ah ouais. Ben oui. En fait, on se rend compte quand on regarde les fouilles d'il y a par exemple 100 ans qu'ils ont détruit des choses qui pour eux n'étaient pas importantes, qui pour nous aujourd'hui sont extrêmement importantes pour comprendre un contexte en archéologie, pour comprendre un site, parce que simplement il y a 100 ans, comme ils ne le connaissaient pas, ça n'existait pas. Je fais une parenthèse. Je me demandais si tu avais un exemple d'endroit où... Alors, Lascaux est un exemple, Altamira est un autre exemple, même Rouffignac. Enfin, il y a plein de grottes, en fait, où il y avait des gens qui venaient dedans, qui faisaient des graffitis, qui mettaient des dates. Donc, on voyait des fois des dates du XVIIe siècle. Hein. Donc, ils étaient devant les peintures, ils étaient devant tout ça.
Mais en fait, ils ne les voyaient même pas parce qu'ils en parlent même pas. En fait, ils disent juste j'ai trouvé une grotte et tout. Mais comme pour eux, ça n'existait pas le fait qu'il y ait des peintures, etc., ils ne les voyaient pas, ils n'en parlaient pas et ils ne prenaient pas conscience. C'est terrible. Mais oui, C'est vrai que la reconnaissance de l'art pariétal a été assez tardive parce qu'effectivement, ils avaient beau être devant les grottes, en fait, ils comprenaient pas la portée, ça pouvait pas exister. Les hommes préhistoriques à cette époque-là venaient à peine d'être reconnus comme étant existants. Donc, effectivement, à cette époque-là, l'art pariétal, au final, a été étudié de façon plus tardive après l'apparition de la préhistoire parce qu'il a fallu le temps qu'en fait, on se rende compte que en fait, ça voulait dire quelque chose. Mais c'est exactement ce qu'on expliquait tout à l'heure. Comme c'était pas dans le mode de pensée de l'époque, c'est plus quelque chose qu'on pratiquait, bah c'est difficile d'identifier quelque chose que nous-mêmes on pratique pas ou que du coup on n'envisage pas. Oui. D'ailleurs, l'acte de reconnaissance de l'art pariétal, j'aime bien les dates, encore une fois, et les chiffres. En fait, il y avait Émile Cartaillac, qui était un très grand préhistorien, qui était appelé régulièrement quand il y avait des choses qui étaient supposées préhistoriques. Et il avait vu notamment Altamira. Et il avait regardé, il avait fait ça, non, c'est pas d'époque, c'est pas la préhistoire, c'est n'importe quoi. Et en 1902, il va publier ce qu'on appelle Mea culpa d'un sceptique, où il va revenir sur ce qu'il a dit, il va dire ok, je me suis planté, finalement vous avez raison, c'est d'époque préhistorique. Et on considère souvent ce Mea culpa en 1902 comme étant la reconnaissance de l'art pariétal. Et souvenez-vous, je vous ai dit tout à l'heure en introduction qu'on avait déjà des objets gravés en 1852. C'est-à-dire qu'il a fallu 50 ans pour qu'on accepte que des hommes préhistoriques aient pu peindre sur des parois, à partir du moment où on avait pris conscience qu'elles existaient. Et il a fallu, alors je vous ai dit, on en a trouvé, je crois que c'est 17e siècle, c'est sûr. J'ai vu des graffitis. On a vu des graffitis qui sont datés de 1600 et quelques. 1600 et quelques. Donc, vous imaginez le chemin qu'il faut pour nous, cognitivement, pour voir ce qu'il y a. Donc, pour revenir encore une fois, donc je ferme la parenthèse sur ce que je disais, quand on fouille, on sait qu'on détruit des choses qui, aujourd'hui, ne nous paraissent pas importantes. Il y a 100 ans, ils ont détruit des choses qui ne nous paraissaient pas importantes. Et il ne faut pas croire que dans 100 ans, ils ne seront pas meilleurs que nous. Ça serait vraiment très... si tant est que... Oui, que l'espèce soit encore là. Mais ça, c'est encore autre chose. Donc, du coup, voilà. C'est difficile d'identifier les comportements symboliques. En fait, oui, comme l'a dit Axel, c'est presque par définition, comme c'est ce qui a une intention. En fait, le travail de l'archéologue, surtout en préhistoire, commence là où le geste de l'homme ou de la femme préhistorique commence. Et il s'arrête à partir... tout ce qui précède le geste, tout ce qui va être dans la pensée, nous, on ne peut pas y accéder en préhistoire. On n'a pas d'écrit, on n'a pas de source pour nous expliquer pourquoi ils font ça. Donc nous, en préhistoire, le travail du préhistorien commence au moment où le geste commence. Je pose peut-être une question naïve, mais est-ce qu'il y a un comportement quand on fait des fouilles qu'il faut avoir pour essayer justement au maximum de préserver le lieu, y compris les choses qu'on n'est pas encore en mesure de comprendre? On laisse notamment maintenant des bancs de témoins. C'est des choses, alors pas sur tous les sites. En archéologie, on a deux grands types d'archéologie. On a l'archéologie préventive et l'archéologie programmée. Je vais vous la faire très courte, mais l'archéologie préventive, globalement, c'est on va fouiller avant qu'il y ait une construction, avant qu'il y ait une destruction. D'accord ? Donc, c'est une loi qui date de 2001, donc assez récente, qui protège en fait les vestiges archéologiques. Et donc, quand c'est comme ça, on sait que ça va être détruit, etc. Donc, on ne va pas laisser obligatoirement de bancs de témoins. Quand on est sur de l'archéologie programmée, où là, il y a des financements qui sont faits, il y a des subventions qui sont données parce qu'il y a une question derrière, ou des questions scientifiques derrière sur un lieu, on va essayer de laisser maintenant une bande témoin parce que, voilà, on est humble et on sait très bien que dans quelques années, ils fouilleront mieux que nous, on fouille aujourd'hui. Et donc, on laisse ce vestige qui leur permettra peut-être de voir, de faire des datations, de comprendre des choses que nous, on n'est pas en mesure de comprendre aujourd'hui. Et au-delà de ça, on travaille maintenant, c'est très interdisciplinaire, l'archéologie. C'est-à-dire que même si y a un ou des responsables de fouilles sur un chantier, il n'est pas rare de faire appel à des spécialistes à des moments donnés, à certains moments de la fouille. Voilà, j'ai une question hydrographique, je vais faire venir quelqu'un qui est spécialisé dedans. J'ai tamisé une partie de mon carré de fouille avec des mailles plus petites pour obtenir des tout petits ossements d'animaux. Je vais faire venir un spécialiste de la microfaune, etc. Voilà, il y a ce côté très interdisciplinaire maintenant qui, entre guillemets, protège un petit peu aussi parce que il y a des spécialisations dans des domaines
spécifique, ouais, c'est un peu un pléonasme, spécialisation dans des domaines spécifiques, mais vous comprenez où je vais, qui aussi permettent, voilà, il y a plus ce côté je suis responsable de fouilles, c'est moi qui dis tout, c'est moi qui fais la pluie et le beau temps, comme on a pu voir au XXe siècle. Puis il y a aussi le développement de la photographie qui est très important. Maintenant, on ne fouille plus un site sans l'avoir photographié sous toutes ses coutures. Il y a aussi maintenant de plus en plus des modèles 3D qui sont faits. Donc, c'est exactement la question que j'allais poser. Parce que... ça aide aussi à garder une trace et à revenir dessus si nécessaire dans le passé. Maintenant, beaucoup de grottes ont été modélisées en 3D avec les objets qui sont situés là où ils ont été découverts, puisque les objets, on les trouve pas et on les prend pas comme ça. Tout est référencé avec des positionnements GPS pour savoir exactement où ils sont les uns par rapport à l'autre, dans quelle couche stratigraphique, etc. Donc maintenant, il y a également un énorme travail documentaire. C'est pas juste le géographique, mais c'est sa profondeur éventuelle. Sa profondeur, parce qu'en fait, en fonction des couches, on va pas forcément déjà avoir les mêmes datations, et les objets, du coup, sont pas forcément en lien, etc. Donc maintenant, il y a aussi un énorme travail documentaire qui est fait avant la fouille, durant la fouille aussi à chaque nouvelle découverte, et aussi après la fouille, pour garder le maximum de traces, pour savoir exactement où était tel objet, à quel niveau dans la grotte, etc. Dans quel contexte il a été découvert, tout ça. Oui, nos auditeurs le savent peut-être pas, mais en fait, quand on fouille, on fait ce qu'on appelle des carrés de fouille. Donc, c'est des carrés de 1 mètre sur 1 mètre que l'on redécoupe en 4 sous-carrés. Et chacun de ces sous-carrés va ensuite être, entre guillemets, décapé, mais des fois, c'est sur un... Alors, ça dépend. Si on sait qu'on est sur des niveaux qui sont pas en place, on peut descendre de 5 cm. Et tous les 5 cm, on s'arrête, on marque les objets, on prend leurs coordonnées, comme expliquait Mathilde, on va les dessiner sur un papier, on va prendre des photos en plus, on va faire de la 3D en plus, et ensuite seulement là, on va enlever les objets, on va les étiqueter, on va les numéroter, etc. Puis on redescend. Et quand on est sur des niveaux en place en préhistoire, en général, on va travailler sur du 1 cm. Donc vous imaginez, tous les 1 cm, sur un quart de carré d'1 mètre sur 1 mètre, on positionne chacun des objets que l'on trouve. Alors quand on dit objet, on parle d'artefacts en général. Les os, par exemple, en font partie. Voilà. Et là, haute parenthèse, je parle vraiment pour une fouille en préhistoire. Quand on fouille sur... je sais pas, du médiéval et qu'on est sur des sépultures, c'est pas du tout la même manière de faire. Mais voilà, en préhistoire, on est obligé de noter chaque position de chaque objet, à chaque endroit, spécifiquement, sur des petits décapages, parce qu'en fait, d'un niveau à l'autre, on peut se retrouver d'un seul coup sur des niveaux, ce qu'on appelle en place, qui n'ont pas été remaniés, qui n'ont pas été charriés par la suite. Et chaque petit élément, comme on n'a pas d'écrit qui peut nous être utile, on prend. Voilà. Oui, potentiellement, ça peut être porteur d'informations, notamment d'informations sur des potentiels comportements symboliques quand on revient après. Parfois, on se rend compte qu'il y a des dispositions particulières au sein de la grotte. Et donc, effectivement, pour revenir sur quel type de traces on trouve sur les sites pour les comportements symboliques, les grottes ornées sont évidemment des signes assez évidents, mais aussi des coquillages percés, par exemple, que l'on retrouve, ou des traces d'ocre à certains endroits sur le site, dans certaines couches qui peuvent se sous-tendre, du coup, l'utilisation de matières colorantes, les sépultures, etc. Donc, tout ça, c'est aussi des petits indices qui, parfois, nous font penser attention, il y a peut-être eu comportement symbolique là. Donc, quand tu parles de matière colorante, c'est qu'éventuellement quelque chose qui aurait été renversé au sol et qui se serait pris dans le... alors là, je pense vraiment, préhistoire, ce sont vraiment les blocs qu'on retrouve. Les blocs qui sont colorés, à partir desquels ils vont avoir... Un rocher, par exemple, généralement pour les matites, par exemple de l'argile, etc., de l'argile colorée rouge, ou voilà, des morceaux de roche qui ont des propriétés colorantes et qui ont pu être utilisés soit sur la peau, soit pour les vêtements, soit pour les grottes, pour les parois ornées, par exemple, etc. Alors, je vais poser là aussi une question très bête, mais comment est-ce qu'on sait qu'éventuellement, quand on retrouve un squelette, il y aurait eu un ornement de couleur sur la peau? Alors... forcément, on les retrouve pas sur la peau puisque ça se conserve pas. Par contre, on a des sépultures où on a retrouvé des traces d'ocre sur le squelette et aussi autour dans la fosse. D'accord. Donc le pigment serait arrivé jusqu'au squelette. Oui, mais du coup, ça questionne que ce serait intentionnel en fait. Vous n'avez pas quand c'est vraiment localisé dans la fosse, que dans la sépulture, que c'est que localisé sur le squelette et sur le fond sur lequel repose le squelette, on sait que c'est intentionnel parce qu'il n'y a pas de raison. Déjà, comment est-ce que ce serait arrivé là dans de telles quantités? Parce que parfois, on a quand même des quantités qui sont importantes sur les sols archéologiques. Et on sait que c'est intentionnel et que par conséquent, quelqu'un a intentionnellement mis de l'ocre au moment de l'enterrement, en tout cas au moment de la pratique funéraire, quelle qu'elle soit. Oui, donc là on s'accorde évidemment à revenir sur cette idée de symbolisme, parce que là, on voit pas ce que ça pourrait être d'autre.
Pour rester là-dessus, parce que là, clairement, vous m'avez dit, le titre du podcast, c'est « Les comportements symboliques ne sont pas réservés à Homo sapiens ». Mais du coup, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont un tel comportement ? Bon, Mathilde avait spoilé, donc je ne fais pas roulement de tambour, mais Néandertal, effectivement, par exemple, avait des pratiques funéraires qui commencent à être plutôt bien connues, bien documentées. La plus ancienne sépulture connue néandertalienne, c'est sur le site de Taboun, qui est au Proche-Orient, qui est daté entre 150 000 et 120 000 ans. Bon, elle a été controversée notamment à cause de la stratigraphie qui était assez complexe de ce terrain. Mais quoi qu'il en soit, c'est un individu néandertalien de sexe féminin et qui clairement a été enterré. En fait, il y a des choses qui ne trompent pas quand l'individu a été enterré. C'est notamment le fait que les sédiments vont arriver, vont compacter très rapidement le squelette. On en parlera pour d'autres sépultures. Et on va retrouver des connexions osseuses. Quand vous vous décomposez, vous avez vos articulations qui tombent automatiquement et des os qui se déplacent. Alors, excusez-moi de vous le dire, mais par exemple, dans un cercueil, comme il n'y a rien qui vous enserre, comme le colmatage n'est pas rapide de la terre, et automatiquement, quand vous allez vous décomposer, vos os ils vont bouger et vous n'allez pas du tout rester entier et propre au niveau osseux dans un cercueil. Par contre, quand on enterre en pleine terre, on le sait directement parce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un colmatage rapide. Il va y avoir la terre qui va arriver, qui va vous enserrer avant que toute votre décomposition au niveau des ligaments, etc., ait pu avoir lieu. Et donc, ça va vous maintenir en position. Et quand on va vous retrouver, quand on va creuser, quand on va faire une fouille archéologique, on va retrouver ces connexions osseuses. Donc ça, c'est des indices qui peuvent nous dire, OK, cette personne-là a été enterrée. Alors attention, ce n'est pas parce qu'elle a été enterrée que derrière, c'est un geste funéraire, c'est un geste symbolique. Oui. Alors c'est... Parce qu'il peut y avoir juste une pratique utilitaire. Voilà. Vous avez un cadavre sur les bras, il y a des risques de maladie. Au fur et à mesure de la décomposition, il y a aussi des problèmes d'odeur. Parfois, ça peut peut-être être juste un aspect pratique. Il faut s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. L'enterrer est une façon de s'en débarrasser, entre guillemets. Alors là encore, question naïve, mais comment on fait le distinguo entre les deux ? On fait pas. Après, ce qui peut nous intéresser, ça va être par exemple les objets qui accompagnent. Je pense, on va rester sur Néandertal. Je pense aussi de Shanidar, où il y a 2 sépultures qui ont été identifiées. Shanidar 1 et Shanidar 4, où il y avait 2 individus, cette fois-ci des hommes. Là, on est autour de 60 000 ans, donc on est un petit peu plus récent. Factuellement, oui. Factuellement, c'est un petit peu plus récent. Et là, pareil, ils sont déposés clairement avec les membres supérieurs qui sont croisés sur la poitrine. Là, déjà, il y a un positionnement de la personne. Donc, on commence à se dire, c'est pas juste... Il y a des indices. Voilà. Les membres inférieurs sont en extension. Donc, c'est aussi un choix. Il y a d'autres sépultures, celle dont je parlais juste avant, la femme était retournée, elle, sur le côté. Donc, pareil, ça peut être des indices. Si on voit que tous les individus sont positionnés de la même manière à un endroit, c'est qu'il y a une recherche, en tout cas, d'équivalence. Et s'il y a une recherche d'équivalence, en général, c'est pas juste parce qu'ils veulent se débarrasser, c'est que derrière, il y a une pensée, en tout cas. Laquelle ? On ne sait pas, mais il y a une pensée. Et Shanidar 4 a été très intéressant parce qu'il y a une étude palynologique qui a été faite. Il y a eu des prélèvements qui ont été faits. C'était conduit par André Leroy-Gourand. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des pollens de plantes, et notamment des pollens apparemment de fleurs. Et donc, on s'est dit, c'est très beau, peut-être qu'il y a des fleurs qui ont été déposées sur cette sépulture. Oui, d'accord. Donc, on n'a pas retrouvé les fleurs. Non, on a retrouvé le pollen. Oui, et puis il y a peu de chances quand même qu'ils aient juste déposé du pollen comme ça. C'est ce qu'on se disait. Et ensuite, il y a eu d'autres analyses qui ont été faites. On s'est rendu compte que c'était en fait des plantes qui étaient extrêmement présentes dans cette partie, finalement. Donc, donc cette accumulation-là pourrait correspondre à la région ou pourrait effectivement être intentionnelle. Et en fait, c'est des plantes, on a vu plus spécifiquement que c'était des plantes médicinales. Donc, peut-être qu'il y a une intention derrière, peut-être pas. Voilà, parfois, comme on dit avec ça, parfois c'est difficile. Le cas des fleurs, par exemple, assez parlant. Effectivement, à partir du moment où on a des positions particulières, etc., on se doute bien qu'ils l'ont pas juste jeté. Là, je repense notamment à un cas où, par contre, on sait que c'était purement utilitaire. Peut-être qu'ils l'ont fait que comme les chats, ils retombent sur leurs pattes à chaque fois. C'est peut-être ça, on ne sait pas. Peut-être que les femelles du coup néandertal retombaient directement sur le côté.
jeté. Mais après, par contre, ce qu'on sait très bien identifier, c'est pour peut-être aider à voir plus clair, c'est le cas des charniers, par exemple, durant les épidémies. Parfois, on en retrouve. Ouais. Et là, on voit qu'il n'y a pas de soin particulier qui est apporté. Quand il y a les fosses qui sont construites, il y a plusieurs personnes mises dedans, on voit que limite, ça a été jeté dedans. Donc, on peut quand même distinguer, voilà, en fonction de la position du soin qui est apporté. Il y a vraiment cette notion de soin en archéologie funéraire qu'on essaie d'identifier, qui permet quand même de pencher plus ou moins la balance vers ça a été intentionnel. À partir du moment où c'est intentionnel, comme l'a dit Alexia, peut-être qu'il y a une pensée derrière. Après, effectivement, laquelle... Et puis les objets. Hein, là, les objets. Oui, les objets, ça peut être intéressant. Là, je me suis arrêtée sur Shanidar parce que j'aime beaucoup cet exemple. Moi, il me fait rêver, hein, Shanidar. Alors, bon, intérieurement, je suis persuadée que ce n'était pas intentionnel et que c'était juste qu'il y avait toutes les plantes. Mais émotionnellement, j'ai envie de croire que ça a été déposé. Ils ont déposé ça. Donc, bon, voilà. Juste, parfois, il faut faire attention, effectivement. Mais Shanidar est un bon exemple de toute la réévaluation qu'il y a actuellement de certains objets qui ont été découverts au XXe siècle. On a plein d'exemples d'objets, quand ils ont été découverts, on pensait, il y a des sillons gravés, c'est spécifique, il y avait un comportement symbolique. Et aujourd'hui, quand ils sont réévalués, notamment grâce à l'avancée de la microscopie et de la tracéologie, on se rend compte qu'en fait, c'est juste la trace de racines de plantes et que c'est absolument pas d'origine humaine. Donc c'est vrai qu'actuellement sur ces objets anciens qui sont datés autour de Néandertal, il faut quand même faire attention parce qu'il y a quand même une partie des objets, on pensait que ça voulait dire quelque chose d'un point de vue symbolique. En fait, du point de vue de la taphonomie, c'est pas du tout d'origine anthropique. D'accord. Donc il y a quand même ça auquel il faut faire attention. Tu fais référence du coup à l'os à décor méandriforme, n'est-ce pas? Oui, celui qui a été découvert à la pêche de la Z2 par Borde. François Borde, oui. Vous pouvez contextualiser un peu ou En fait, il y avait de nombreuses lignes qui avaient été découvertes sur un fragment de côte, en forme un peu de serpent, très fine, enchevêtrées les unes avec les autres. C'était très, très joli, effectivement. Quand on regarde, c'est très joli. Et ça avait été interprété par les auteurs, les découvreurs en 91. Oui, 1991, Très, très bonne année, c'est mon année de naissance. Comme des gravures volontaires. Sauf que par la suite, ils ont fait des analyses microscopiques en microscopie optique notamment. Et en comparant ça avec des ossements actuels, ils se sont rendus compte que en fait, c'était seulement des sillons vasculaires qui s'étaient déposés dessus. Des racines, en fait, les racines de plantes qui laissent les sillons. C'est vrai, nous, on les a vus, on a eu la chance quand on était étudiante, effectivement, de voir des objets avec des sillons. Et c'est vrai que c'est très joli et que c'est à s'y méprendre. On pourrait y croire. Surtout que c'est des types de formes qui existent. Oui, il y a vraiment des formes comme ça qui ont été gravées sur les grottes. C'est ce qu'on appelle les signes en macaroni parce que ça fait des espèces des pattes. Enfin, voilà, vous voyez. Et effectivement, ça existe vraiment d'origine anthropique. Donc, c'est vrai que parfois, il est facile de se faire avoir, entre guillemets, à se dire « Ah bah oui, ça ressemble quand même beaucoup. » Et en fait, pas du tout. On a eu plein de cas d'exemples sur des gravures dans des roches où il y a des signes qui sont gravés. On avait l'impression que c'était du coup d'origine anthropique. En fait, c'est un ours des cavernes qui aime bien. Les ours des cavernes aiment bien. Je sais pas si on peut vraiment dire faire leurs griffes parce que ce sont pas des chats, mais ils aiment bien aussi griffer les parois. Et en fait, quand ça a été réévalué, on s'est rendu compte qu'en fait c'était juste un ours des cavernes qui avait fait ces traces-là. Alors, amis auditrices, auditeurs, je suis très triste parce que tu ne peux pas voir comme moi Mathilde en face de moi qui fait l'ours et qui imite l'ours en train de graver la roche, mais cette image est magique. Alors j'ai envie de poser une question peut-être probablement même naïve, mais tu as parlé de charnier tout à l'heure. On n'a pas de traces d'un éventuel charnier à l'époque préhistorique. Il n'y a pas de moment où ils ont, pour des raisons de maladie ou dû enterrer plein de corps en même temps. Non, en tout cas pas à ma connaissance. Ça arrive de façon plus tardive. En fait, déjà, généralement en préhistoire, comme c'est généralement des petits groupes. Oui. Donc la probabilité d'avoir ce qu'on appelle un événement de catastrophe, que ce soit la guerre, une épidémie, qui entraîne du coup de devoir enterrer beaucoup de monde d'un seul coup, est quand même plus limitée. Moi, je l'ai surtout vu pour les périodes plutôt historiques, mais à vérifier potentiellement. Je ne suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe en archéologie funéraire, mais en tout cas, à ma connaissance, je laisse Alexia vérifier. Moi, la question que je me pose,
Est-ce que c'est un charnier? Est-ce que c'est des gens qui sont tombés sans faire exprès? Enfin, il y a toujours ce site de Cima de los Huesos c'est vrai. qui pose question. C'est vrai. Franchement, je pensais poser une question naïve, mais là, je suis vraiment tout oui. En fait, c'est un site, donc c'est un gisement paléolithique qui est âgé de 430 000 ans, qui se trouve en Espagne. Et en fait, dedans, il y a plusieurs individus qui ont été retrouvés dans un trou, littéralement. Ils sont tombés dans une... Enfin, ils sont tombés. Ça, c'est déjà un avis que je donne là. Il y a une cavité. Ouais. Il y a des hominines dedans. Voilà. Et ce qui est très étrange, c'est qu'on a retrouvé un seul artefact avec. Et c'est un magnifique biface. Mais quand je vous dis un très beau biface, il est très grand. Il a été surnommé Excalibur. D'ailleurs, je trouve ça très... Et pour qu'on vous dise qu'il est vraiment beau, c'est que vraiment il est beau parce qu'on n'est pas des fans d'outils lithiques. Donc non, vraiment, il est vraiment magnifique. Ouais, et puis il fait 15 cm, donc ce qui fait qu'il est supérieur en plus en taille à la moyenne. Il a une symétrie extrêmement soignée. Donc voilà, on a ces restes humains. On a ce biface qui a été jeté dans ce trou avec ces restes humains. Alors, est-ce que c'était un charnier? Est-ce qu'ils sont tombés dedans et voilà. Il y a eu un éboulement, quelque chose? Est-ce qu'on est face à une première pratique funéraire? Donc voilà, en fait, chacun s'en fait son idée. Racontez-vous votre petite histoire intérieure que vous voulez. Peut-être le biface était là avant. Peut-être que c'est le premier acte symbolique dans l'histoire humaine. Voilà, chacun s'en fait son truc. Pas du tout, parce que nous avons une preuve, un document d'époque justement, où on sait que c'était le chef du groupe qui portait le biface et que les autres n'étaient pas contents, et c'est pour ça qu'ils sont tous tombés après une dispute. Voilà, maintenant, on a, grâce à moi, on sait ce qui s'est passé. On sait la vérité. Merci. Par contre, effectivement, 430 000 ans, Homo sapiens n'est pas encore arrivé en Europe, donc ce serait une autre espèce d'hominine qui aurait potentiellement eu un premier comportement symbolique. Ici, voilà, la question est posée. Ça va probablement rester en suspens tant qu'il n'y a pas plus de preuves archéologiques. Donc on a ça à 430 000 ans. Néandertal, on en a déjà discuté un petit peu, qui a eu des comportements funéraires, donc a priori des comportements symboliques. Il n'a pas réalisé que ça. Néandertal a utilisé aussi beaucoup de pigments. On a retrouvé sur des niveaux néandertaliens beaucoup de blocs de matière colorante. On a également retrouvé des coquillages percés ou également des plumes d'oiseaux, enfin en tout cas des restes fossiles d'oiseaux où apparemment les plumes auraient été retirées de façon particulière, donc peut-être qu'ils les auraient utilisées pour faire des objets par exemple. Et également, Néandertal, en 2023, on a eu une publication très importante par rapport à la grotte de la Roche-Cotard qui est en France et qui est la première grotte où on peut attester que Néandertal aurait réalisé des gravures dessus. D'après les études, ils ont fait de l'archéologie expérimentale, de la tracéologie. On a retrouvé des gravures là, y a pas de doute, plutôt en forme géométrique. Ouais. A priori, oui. À moins que c'est un système comptable et qu'on ne comprend pas comment ils comptaient à l'époque. Et ce serait Néandertal. En tout cas, la communauté scientifique s'accorde à dire que c'est Néandertal qui en est l'auteur parce que l'entrée de la grotte a été fermée il y a au moins 60 000 ans. Donc c'est à partir de 60 000 ans, on ne pouvait plus rentrer dans la grotte jusqu'à ce qu'elle soit découverte et fouillée. Et à 60 000 ans, en Europe, il n'y avait pas encore Homo sapiens, même si je vois la tête d'Alexia qui va peut-être nuancer une nouvelle fois mes propos. Désolée, rien n'est jamais simple. Mais... Non, juste, il y a eu des études qui sont sorties sur une grotte qui s'appelle la grotte Mandrin, qui voudrait vieillir l'arrivée d'Homo sapiens en Europe, donc on n'est pas non plus à 60 000 ans, hein. On est sur les dates les plus extrêmes, entre 56 000 et 58 000, ça dépend si on parle en calibré, avant le présent, etc. Mais... On s'en rapproche un peu. C'est une étude quand même qui a été assez controversée dans la communauté scientifique parce qu'en fait, elle repose notamment sur l'étude d'une dent d'immature qui a été retrouvée dans une couche archéologique, entre deux couches archéologiques d'occupation néandertalienne. Et ce micro-morceau de dent qui a été reconstruit a été attribué dans une des études à l'espèce Homo sapiens. Mais encore une fois, c'est une étude qui n'a pas fait date et on n'est pas sûr. À propos d'une dent reconstruite, je comprends que ça c'est un peu compliqué. D'un immature, alors qu'il y a une autre étude par Jean-Jacques Hublin qui a été faite en 2020. En 2020, justement, sur est-ce qu'on peut attribuer ou pas une dent, mais c'était même sur une dent d'adulte, c'est même pas une dent d'immature, par rapport à la forme de la couronne. Est-ce que ça permet de discriminer entre Néandertal et Homo sapiens? La conclusion de cette étude a été que quand on l'attribue à Néandertal, a priori, la probabilité est assez forte. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. Quand on l'attribue à Homo sapiens, la probabilité de faire une erreur est plus importante. Pourquoi, du coup ?
Parce que les caractères d'Homo sapiens ne sont pas forcément aussi diagnostiques que ça. Faut savoir, on n'a pas vraiment de diagnose de notre espèce en fait. On fait ça beaucoup par comparaison. On n'a pas d'holotype. On n'a pas de spécimen de référence pour Homo sapiens. Donc pour eux, c'est plus difficile. Voilà, l'attribution Homo sapiens, il y a plus de risques de faire des erreurs. Et effectivement, à la grotte Mandrin, c'est un fragment de molaire d'immature. On a déjà discuté dans un autre podcast. Les immatures, c'est pas top pour identifier parce que les caractères sont pas encore tous apparus. Je rappelle pour ceux qui n'auraient pas suivi que les immatures, en fait, on parle d'enfants, d'adolescents, de personnes qui ne sont pas encore des adultes. Oui, donc tous les caractères morphologiques ne se sont pas forcément développés. Donc je sais que ça fait beaucoup de bruit dans les médias cette découverte, mais d'un point de vue scientifique, ça n'a pas été accepté par la communauté scientifique. Actuellement, c'est toujours l'âge de 50 000 ans qui est utilisé pour l'arrivée d'Homo sapiens en Europe. C'est pas une preuve suffisante parce que la dent, elle a peut-être pu venir d'ailleurs, de niveaux supérieurs où effectivement on sait qu'Homo sapiens était là, mais qui par des mouvements stratigraphiques, un fragment de dent, c'est pas très gros, hein, ça va assez facilement dans les niveaux du point de vue de l'évolution karstique de la grotte. Il y a pu avoir des erreurs d'attribution, là-dessus on n'est pas non plus sûr. Les études statistiques dans cet article ne sont pas convaincantes à mon sens. Donc voilà. Pour revenir à l'histoire de la grotte de la Roche-Cotard, au sein de la communauté scientifique, c'est accepté que c'est Néandertal, parce que c'est 60 000 ans au plus tôt, et c'est accepté qu'effectivement ce sont des gravures d'origine anthropique. Donc la première preuve vraiment que Néandertal a également fait de la gravure sur des parois de grotte. Et quand tu dis que la grotte n'était plus accessible, c'est certainement par un éboulement naturel. Un éboulement, oui. Les grottes, aussi, elles bougent au cours du temps. Voilà, il y a des évolutions, c'est ce qu'on appelle les évolutions karstiques au niveau de la morphologie de la grotte, tout ça. Et l'entrée s'est éboulée il y a 60 000 ans, donc on ne pouvait plus rentrer dedans jusqu'à ce qu'elle soit découverte et fouillée. A priori, Néandertal. Alors, vous m'avez parlé d'Homo sapiens, vous me parlez de Néandertal, mais à part Néandertal, est-ce qu'il y a d'autres espèces qui ont eu des comportements symboliques ? Je vais peut-être laisser Mathilde répondre parce que c'est son petit chouchou. Alors, je te laisse. Vas-y, Mathilde, parle. C'est mon espèce favorite. Elle s'appelle Homo naledi, qui est une espèce qui a été découverte dans les grottes de Dinaledi et les Eddy. Donc, vous voyez d'où le nom vient. Une nouvelle fois, on n'a pas beaucoup d'imagination. L'anthropologie. Mais au moins, c'est clair. Voilà. Au moins, c'est clair. Dans des grottes à Rising Star, en Afrique du Sud, dans une région qui est surnommée le berceau de l'humanité. Vous en avez déjà probablement entendu parler. Il y a beaucoup de sites fossilifères pour les australopithèques et les paranthropes. Et elle a été découverte en 2015 et a été datée à la surprise générale entre 236 000 ans et 335 000 ans. Et je dis à la surprise générale parce que initialement, quand la publication est sortie, il n'y avait pas la datation n'avait pas encore été trouvée. Et il faut savoir qu'Homo naledi présente des caractères très étranges. Il présente à la fois des caractères qui sont très archaïques, qui le rapprochent des australopithèques, et à la fois des caractères dérivés qui le rapprochent d'Homo sapiens. Donc on a vraiment un mix des deux. C'est vraiment mosaïque. Et en fait, au moment de la publication de la diagnose, il n'y avait pas les datations. Et plein de paléanthropologues, à partir de ces caractères archaïques, ont essayé de donner une date à Homo naledi. Et par contre, on partait plutôt sur du 1, du 2 millions d'années parce qu'il ressemblait beaucoup aux australopithèques. Ah ouais. Ils ont publié, et là, c'était 236 335 000 ans. Et effectivement, c'est une espèce qui pose beaucoup de questions. Comment est-ce que c'est possible qu'à une période qui est quand même très récente, pour nous non, mais du point de vue de la préhistoire, oui, bien sûr, présente autant de caractères mixtes, à la fois archaïques et dérivés. Du coup, elle est contemporaine d'Homo sapiens sur le même continent qu'Homo sapiens, puisque c'est en Afrique du Sud, donc en Afrique. Donc rien que pour ça, Homo naledi est une espèce qui est très intéressante et assez controversée. Mais du point de vue des comportements symboliques, quand ils ont découvert ces individus au sein des grottes, il y a eu une accumulation de restes d'hominines qui pose question. Comme par exemple ceux dont on a parlé à Atapuerca, c'est très difficile de rentrer dans la grotte et d'atteindre l'endroit où on a retrouvé les fossiles d'hominines. Donc comment est-ce qu'ils sont arrivés là ? C'est poser la question. Est-ce qu'ils ont été déposés intentionnellement ou non ? L'étude des découvreurs penche plutôt pour le fait que d'autres hominines les auraient déposés là, donc potentiellement un comportement funéraire. Parce que le fait de déposer des cadavres dans des espaces clos, c'est quelque chose que l'on connaît. On sait que c'est une pratique... Cussac, par exemple. Cussac, par exemple. Qui est beaucoup plus récente. Voilà, parce que pour eux, en fait, il n'y a pas de trou de puits qui donne sur l'extérieur. Donc, a priori, ils ne seraient pas juste tombés par maladresse dedans et seraient morts. Il n'y a pas de traces d'action de carnivores, a priori. Donc, on ne pourrait pas se dire que c'est une tanière, par exemple, de carnivores où ils ramenaient juste les hominines qui chassaient. Il ne faut pas oublier que les hominines étaient aussi chassés par les carnivores. C'était des proies comme les autres. On n'a pas retrouvé tout ça. Donc, a priori, pour les découvreurs, l'hypothèse la plus parcimonieuse, ce serait qu'ils auraient été amenés intentionnellement par d'autres hominines.
C'est extrêmement débattu, ça a été complètement rejeté au début par la communauté scientifique, mais comme Néandertal, ça suit à peu près la même histoire. Ouais, Néandertal, au début, c'était pas du tout accepté qu'il puisse avoir des comportements symboliques. Encore aujourd'hui... C'était forcément Homo sapiens. Voilà, parce que Néandertal, c'est pas Homo sapiens, donc du coup, il n'est pas vraiment humain, donc etc. Enfin, je vous laisse dérouler le film. Mais encore aujourd'hui, il y a des scientifiques qui réfutent l'idée que Néandertal puisse avoir des comportements funéraires et tout. Naledi, on voit à peu près le même schéma qui se dessine, ça a été très controversé. Il y a eu une nouvelle publication en 2023. Ça fait un peu feuilleton oui, ça fait vraiment feuilleton. En juin 2023, il y a une nouvelle publication qui a été publiée par les découvreurs d'Homo naledi initialement, qui, attention, a été mise sur Internet, mais n'est pas passée par le processus de peer review, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été acceptée par la communauté scientifique. Il n'y a pas eu de relecture en fait. Il n'y a pas eu de relecture. Voilà. Normalement, est-ce qu'on détaille peut-être un peu le processus de peer review ? Ah bah carrément. En fait, quand vous avez fait une découverte, vous voulez publier dans un journal scientifique, vous soumettez votre article à la revue. Donc déjà, la revue va accepter si oui ou non, en fonction du sujet l'intéresse, etc. Si elle accepte de publier, il y a le processus de peer review, c'est-à-dire que votre article est envoyé de façon anonyme à des chercheurs qui sont spécialisés dans votre champ de recherche et qui vont relire et qui vont voir si effectivement déjà, les fouilles ont été menées correctement, les analyses qui ont été faites, la qualité des analyses, est-ce qu'effectivement on peut en déduire ce qu'on a déduit ? En fait, ils vont vérifier la qualité de ce qui a été dit. Et c'est uniquement si jamais tous les reviewers acceptent et disent « Ok, on est d'accord avec ça, ça a été fait sérieusement, machin », dans ces cas-là, vous êtes publié officiellement. Si ça ne passe pas par le processus de peer review, généralement, ils vous renvoient avec des corrections, vous devez corriger des choses, etc. Et après, dans ces cas-là, vous pouvez être publié. Ce qui est souvent le cas. Ce qui est souvent le cas. C'est rare qu'une publication passe d'un seul coup sans problème. Et là, le problème, c'est que Liberger, qui est l'un des découvreurs d'Homo naledi, a quand même mis en ligne son article avant que ce soit passé par le processus de peer review. Et là, ça a vraiment fait un scandale au sein de la communauté parce que pour la plupart des chercheurs, les preuves avancées par Liberger ne sont pas suffisantes pour pouvoir dire que effectivement Homo naledi aurait enterré ses morts et aurait pratiqué un art, puisqu'effectivement on a retrouvé des gravures dans la grotte. Donc ça a vraiment fait un esclandre. Après, c'était très médiatisé parce que Liberger a une politique assez agressive de médiatisation auprès du public. Donc le public a eu cette idée que effectivement Homo naledi enterrait ses morts et tout. La communauté scientifique d'un côté elle est en mode non, en fait l'article n'a pas été officiellement publié, on n'est pas d'accord. On sait qu'il a été refusé au processus de peer review parce que effectivement les preuves sont pas suffisantes. Et là en novembre 2023, ce mois-ci, au début du mois, il y a un nouvel article qui lui a été publié officiellement pour expliquer que non, Homo naledi, il n'y a pas de preuves suffisantes pour dire qu'il a été enterré. Là on rentre carrément dans des questions parfois un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Pour eux, Liberger aurait caché certains résultats, etc. Donc là on rentre vraiment. Là, vraiment, c'est plus compliqué. Là. C'est vraiment devenu compliqué Homo naledi, puisque là on questionne carrément l'intégrité des chercheurs. Effectivement, on peut se demander est-ce que ceux qui ont publié ça, la façon dont certaines phrases sont rédigées, on se pose la question vraiment où ils posent est-ce qu'un hominine avec une aussi petite capacité crânienne aurait été capable. Donc parfois on se dit qu'ils sont plutôt dans l'autre camp, mais effectivement après c'est difficile de... Vous avez beau être scientifique, vous êtes quand même imprégné de ce que vous pensez et tout, donc on a beau essayer de rester neutre, c'est pas possible. Donc là effectivement Homo naledi, une grosse question se pose. Et vraiment, gros point rouge, voilà, si vous voyez passer des choses sur Homo naledi, c'est pas du tout accepté. Et là, vraiment, c'est parti dans une controverse, mais vraiment comme ce qu'on avait vu pour Néandertal. Néandertal, c'était pareil. Oui, mais là, après, Homo naledi, c'est vraiment... Je pense que ce qui a beaucoup énervé la communauté, c'est aussi que ce n'est pas passé par le processus de peer review et que Liberger, effectivement, a voulu vendre ça au grand public. Ouais. Voilà, en mode, voilà, c'est dit, c'est fait. Je crois même qu'il y a déjà un documentaire. Il y a un documentaire. Qui est fait dessus. Voilà. Donc... Et attention, quand on dit que aujourd'hui les scientifiques disent non, il n'a pas enterré ses morts, etc., c'est pas exactement ce qu'ils disent. Ils disent qu'il n'y a pas assez de preuves. Ça veut pas dire qu'ils rejettent. Non, ils rejettent pas. Ils rejettent pas complètement. Une nuance. Il y a une nuance, importante. Donc, gros point d'interrogation sur le chouchou de Mathilde. J'en profite pour attacher les wagons et rappeler, voilà, on l'a dit dans presque tous les podcasts, mais la préhistoire, de toute façon, c'est une science en perpétuelle évolution. On remet en question, et heureusement, tout ce qui est découvert, puisque de toute façon, tout est sujet à interprétation parce qu'il n'y a pas de documents écrits, on n'a pas de documents sonores, donc
qu'on est obligé de faire avec ce qu'on retrouve. Et tu l'as dit parfaitement tout à l'heure, Mathilde, on est forcément soumis à nos biais cognitifs. De toute façon, oui. on a une vision du monde et c'est difficile de faire abstraction de ce qu'on peut vivre et ressentir pour comprendre ce qui est là, surtout en plus quand on traite du symbolisme. Et j'en profite pour rappeler que quand vous avez un document, vous avez quelqu'un qui justement fait un mea culpa, moi je trouve ça absolument génial, déjà parce que ça aide à faire avancer l'histoire, mais ça prouve bien que messieurs les auditeurs, mesdames les auditrices, vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper, on a le droit de reconnaître qu'on s'est trompé. Je pense que c'est plutôt justement gage de qualité d'admettre qu'on évolue plutôt que de rester de vouloir absolument avoir raison, quitte, on l'a dit tout à l'heure, à cacher des preuves parce qu'on ne veut pas s'être trompé. Je ne connais pas d'être humain qui ne se trompe pas personnellement. Voilà. Je ferme cette parenthèse et je vais poser une question probablement qui sort un petit peu de votre domaine de compétences, mais j'ai quand même envie de vous la poser. Là, vous m'avez parlé en fait à chaque fois d'hominines, mais est-ce qu'on sait s'il y a d'autres espèces donc non hominines qui ont éventuellement des rites symboliques, justement parce que là on dit non, il n'y a que Homo sapiens qui serait assez intelligent pour mais est-ce que je sais pas des oiseaux qui déposeraient des branchages sur un oiseau mort, est-ce qu'on sait si ça existe ou pas? Quand on étudiait justement un peu de tracéologie, à un moment il y avait des traces sur des os qui étaient un petit peu que je trouvais intéressantes, et du coup j'avais été demandé à notre enseignant, j'avais dit mais c'est quoi ces traces? Il m'avait expliqué que ça c'était des traces typiques en fait faites par les éléphants qui reviennent plusieurs fois, parfois plusieurs années après, sur des sites où il y a eu effectivement certains de leurs congénères qui sont décédés, et ils ont une pratique qui consiste à faire rouler sous leurs pieds les os. Ça laisse des traces bien spécifiques, donc même si on les voit pas faire comme on les a déjà vus faire, qu'on connaît les traces que ça laisse, quand on retrouve des ossements, on sait si les éléphants sont venus faire ça. Et alors je sais pas si c'était une espèce spécifique d'éléphant, par contre j'ai pas été demandé aussi loin, je suis malheureusement pas archéozoologue, mais voilà, du coup je sais que à minima les éléphants ont cette pratique là, et je pense que encore une fois, on va retomber sur nos pieds de ce qu'on disait au début du podcast. Le biais cognitif qu'on a par rapport aux autres hominines, il est vrai aussi par rapport aux autres animaux. Bien sûr, oui. Peut-être qu'ils font des choses qui sont symboliques, qui rentreraient dans ce que nous, on considérait comme symbolique, si on avait conscience qu'ils étaient en train de faire quelque chose de totalement symbolique. Peut-être que... Alors, on sait que quand les oiseaux chantent, c'est beaucoup pour se séduire, etc. Mais est-ce que leur chant n'est pas lié à une croyance ou la manière dont ils chantent et tout? Ça, voilà, j'ouvre des portes que malheureusement je ne peux pas fermer parce que j'ai pas les connaissances du tout dans ce domaine-là. Mais voilà, j'avais beaucoup aimé cette petite histoire des éléphants. Je la trouve très très belle aussi. Ce sera évidemment pas la première fois qu'on ouvrira des portes ici, bien au contraire. Pour rester sur une question que j'ai envie de vous poser à vous, à votre avis, pourquoi est-ce que c'est autant difficile pour certains d'accepter que d'autres espèces humaines aient pu avoir des comportements symboliques? Pourquoi c'est si difficile d'accepter ça? Alors là, ça va être plutôt nos opinions personnelles qu'on va dire. On n'a jamais eu l'occasion de discuter avec des gens qui rejetaient par exemple le fait que Néandertal ait pu avoir des comportements funéraires par exemple. Moi je pense qu'il y a un petit peu un problème, on veut absolument que notre espèce soit unique. Il y a parfois un peu ce problème un peu anthropocentré, souvent c'est des gens qui vont dire Homo sapiens c'est le seul à avoir le cerveau suffisamment développé et pour pouvoir réaliser ça. Donc c'est vrai que Néandertal, on l'a dit, ça a été débattu pendant très longtemps. Encore aujourd'hui ça l'est, et même pour certains qui se disent que Néandertal a eu des comportements symboliques, ils vont dire que mais c'est pas acculturation par rapport à Homo sapiens. Ils vont dire qu'en fait Néandertal aurait copié Homo sapiens, aurait reproduit des comportements sans forcément saisir la portée symbolique derrière. Donc pour certains, non, ça a été des développements complètement différents. Néandertal d'un côté, Sapiens de l'autre. Mais donc c'est encore débattu. Moi, je pense que c'est parce qu'on a envie que notre espèce soit unique et un comportement qui soit unique, des comportements symboliques qu'on a tendance à se penser toujours comme étant les plus beaux, les plus forts, les plus intelligents, et que forcément, du coup, on est les seuls à avoir pu faire ça. Je pense qu'il y a aussi, encore une fois, c'est un avis personnel, il y a une espèce de recherche de qu'est-ce qui fait l'homme moderne, qu'est-ce qu'on est, qui on est, d'où on vient, pourquoi on est là. Et en fait, ces questions-là, on cherche tellement à les
à les mettre en avant, à dire voilà, je pense que ce qui définit Homo sapiens, c'est sa curiosité. Je pense que ce qui définit Homo sapiens, c'est ça. Ouais. Voilà. Il y a beaucoup de gens pendant très longtemps, par rapport aux autres animaux notamment, et la question que tu as posée tout à l'heure, c'était voilà, on est les seuls à avoir ça. Et pendant très longtemps, c'est resté ça. Et là, aujourd'hui, on arrive avec les paléanthropologues, on dit vous allez rire. Vous allez rire. Oui. Et je pense que c'est peut-être pour ça que c'est difficile, parce que c'est un côté, mince, finalement, qu'est-ce qui fait nous, qui on est. Et c'est une question profondément humaine, en tout cas d'Homo sapiens. Et je ne sais pas ce qu'il y a dans le cerveau des autres espèces, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau des espèces avant. Et peut-être que finalement, c'est ça qui définit notre espèce, c'est de chercher désespérément qu'est-ce qui définit notre espèce. Parce que c'est vrai, pour revenir à ce qu'on a dit précédemment, on n'a pas de définition d'Homo sapiens. Non. On ne trouve pas ce qui nous caractérise parmi les autres. Parce qu'au fur et à mesure, finalement, on découvre qu'il y a d'autres espèces à chaque fois. Déjà, d'un point de vue morphologique, comme j'ai dit, il n'y a pas de diagnose, on n'a pas d'individu spécimen type d'Homo sapiens. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a plein de comportements, on n'est pas les seuls à les avoir. Donc effectivement, ça doit jouer. Au final, qu'est-ce qui fait notre spécificité? Mais après, pourquoi est-ce qu'on devrait particulièrement être spécifique par rapport à d'autres? Après tout, c'était tous des êtres humains, Néandertal, Homo naledi, tout ça. Parfois, on voit passer que l'humain, c'est que sapiens. Mais il y a eu différentes formes d'humanité, il n'y a pas que Homo sapiens, donc pourquoi est-ce qu'on serait l'unique? Pour l'instant, on est le seul qui reste, mais en tout cas, pour l'instant, ce qui nous rend unique, c'est pas forcément des choses, je pense, très glorieuses. Et toi, TMDJC, qui est extérieur justement à la préhistoire, pourquoi tu penses que pour certaines personnes, c'est difficile d'accepter qu'il y avait d'autres humanités qui ont pu avoir des comportements symboliques? D'habitude, je suis le questionneur, je suis surpris à mon propre jeu. Écoute, comme ça, j'ai envie de dire, une fois de plus, non seulement c'est un avis personnel, mais en plus, je n'ai strictement aucune compétence pour pouvoir répondre à cette question, mais de mon point de vue, je pense que c'est peut-être une forme d'immaturité dans le sens où on aurait absolument besoin de se rassurer et vous avez utilisé le terme de se sentir unique comme si c'était précieux d'être, vraiment de pouvoir marquer sa différence. Je pense que c'est des sentiments qu'on a tous eus plus jeunes ou quand on a voulu se rassurer en se disant bah oui, je suis intéressant vis-à-vis des autres. Est-ce que mes parents m'aiment bien? C'est des choses, on a besoin d'être rassuré là-dessus. Moi, quelque part, je trouve que c'est assez magique d'imaginer finalement qu'on puisse retrouver certains de nos comportements dans d'autres espèces, parce que ça voudrait dire que le vivant a 1000 façons de s'exprimer et que de ces multiplicités, des fois, on trouve un petit peu d'humanité dans d'autres espèces, et peut-être que chez nous, il y a d'autres formes de nature qui s'expriment qu'on voit peut-être pas. Et à force de voir ça, peut-être qu'on arrêtera de croire que les poissons ne souffrent pas, que c'est pas très grave quand on entrepose beaucoup d'animaux en même temps, parce que de toute façon ils n'ont pas conscience d'eux, et voilà, d'entendre des fois des animaux souffrir, et j'entends des animaux non humains souffrir, et que je suis pas du tout en train de dire là, il n'y a pas de discours, attendez, derrière il faut être végétarien, végano, etc. Juste de poser que nous sommes tous vivants, et que de ce vivant, des fois c'est difficile de se rendre compte qu'on prend toute la place sur la planète. C'est à ça que je pense. Merci d'avoir pris le temps de répondre. D'ailleurs, si vous, auditeurs, vous nous donniez aussi votre avis, moi ça m'intéresserait énormément de savoir ce que chacun pense. Donc n'hésitez pas à nous écrire éventuellement sur notre adresse mail silex@prehistorytravel.com ou sur nos réseaux sociaux. On sera ravis d'avoir votre avis sur cette question qui, c'est une question, moi, que je me pose profondément. Pourquoi ça nous fait si mal d'accepter ça? Voilà. Je profite que tu nous emmènes vers la fin de cette émission pour rappeler que nous sommes un podcast totalement autoproduit. Et si je le précise, c'est parce que vous avez eu la gentillesse dernièrement de nous envoyer
plein de messages positifs et ça, vraiment, on vous en remercie. On remercie également les personnes qui font la démarche de nous partager sur les multiplateformes et de nous mettre des étoiles parce que ça aide réellement au référencement et on voit nos chiffres, même si on n'est pas focalisé dessus, c'est quand même motivant de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous écouter. Et donc, je pense à 2 personnes là, en particulier qui nous ont dit mais il faudrait en faire plus. Nous, on aimerait bien 2 fois par mois, voire 1 fois par semaine. Alors, on adorerait le faire. Malheureusement, c'est tout bête, mais comme d'autres Homo sapiens, nous nourrissons. Et donc, comme on mange et qu'on vit dans un monde où la nourriture n'est évidemment pas gratuite ou alors on n'a pas le temps de chasser, il faut qu'on trouve les moyens. Donc, si jamais vous avez envie de nous aider à pouvoir produire plus, il faut savoir qu'il y a un Patreon qui est mis à disposition. Que vous trouverez l'adresse dans le podcast et il est évidemment sur le site de Prehistory Travel.com et on sera vraiment heureux d'accepter tous vos dons parce que de toute façon c'est ce qui nous aide à construire et à publier ce podcast et pas que parce que l'argent du Patreon ne sert pas qu'au podcast parce qu'il produit les vidéos, il produit les écrits donc c'est vraiment tout est utilisé jusqu'au dernier centime donc vraiment si jamais vous avez les moyens, j'insiste là-dessus, on n'est pas en train de quémander mais si jamais vous avez les moyens et que vous vous sentez généreux, c'est avec grand plaisir qu'on accepte tous vos dons et qu'on en fera plus le jour où c'est possible. Voilà, je ferme cette parenthèse. Nous, on se donne évidemment rendez-vous dès le mois prochain pour un nouvel épisode. Une fois de plus, Alexia, Mathilde, je vous renouvelle mes merci parce que c'est à chaque fois une aventure. Moi, quand j'ai vu le sujet, je m'attendais, je vous avoue, plutôt à un épisode court. Et là, on est parti sur plutôt un épisode long. Donc, une fois de plus, je suis surpris de ce que vous m'offrez. Donc, vraiment, merci beaucoup. Avec plaisir. On adore surprendre. Oui, et j'en profite aussi pour un grand merci à nos auditeurs, auditrices, toutes les personnes qui nous soutiennent parce que effectivement, vos messages nous font chaud au cœur et se dire qu'on arrive à donner une petite place à la préhistoire dans votre quotidien, ça nous donne le sourire. Et j'en profite parce que là, tu me tends une perche, mais vous faites régulièrement des lives. Oui. Et d'ailleurs, au moment même où on enregistre cette émission, je crois que vous avez même un live ce soir. Donc là, je le dis, c'est dans le passé pour les gens qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Ils vont être ravis de savoir qu'ils ont raté un live, du coup. Mais non, mais je suis bluffé, par contre, du nombre de personnes qui viennent vous voir, des questions qui sont posées, etc. Donc, on partagera ça sur la page de Prehistory Travel, mais n'hésitez pas à vous renseigner si vous souhaitez pouvoir communiquer avec Mathilde et Alexia en direct, parce que c'est des petits moments de connivence. Il y a un sujet ou deux et vous partagez, vous répondez à toutes les questions. Je trouve le concept génial. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est important. Et voilà, j'ai terminé de parler de tout ça. Voilà, un énorme merci à toutes et tous de nous avoir suivis jusque-là. Merci pour tout ce que vous faites pour partager et pour nous aider à produire. Et puis donc, on vous donne rendez-vous tous les 3 dès le mois prochain pour un nouveau sujet caché, c'est ça? Encore une surprise. On va pas le spoiler. On va pas le spoiler. On se tait pour une fois. Oui, pour une fois, j'ai bien compris. Maintenant que quand je pose la question, c'est souvent... Voilà, mais c'est bien parce qu'à chaque fois, je suis surpris. Voilà, je m'en arrête là et on lance le générique. Des bisous, les gens. MDJC Creations. Prehistorytravel.com